La chanson de la locomotive. En soufflant sa vapeur dans un bruit déchirant, une locomotive allait en soupirant sur le flanc d'un coteau les wagons d'un long train et rêvant d'être au but, répétait ce refrain. Je sais, je sais, je sais, je sais que je le puis. Je vais le grimper sans ennui. Je veux réussir cet assaut. Je dois parvenir tout en haut. Après avoir peiné sur la pente en lacet, notre locomotive enfin vit le sommet. Et tirant lestement les wagons du long train, avec satisfaction reprit son gai quatrain. Je savais que je pouvais le faire. Je devais respecter mon horaire. Je voulais gravir cette colline. On est toujours gagnant pour peu que l'on s'obstine. Le chat botté. Il était une fois un vieux meunier qui n'avait pour fortune que son moulin, son âne et son chat. À sa mort, ses 3 fils héritèrent de ses pauvres biens. L'aîné reçut le moulin, le second l'âne et le plus jeune le chat, ce qui ne le satisfaisait guère. Les frères, eux, vont s'associer. L'un fera travailler son âne au moulin de l'autre. Ainsi, ils ne craindront pas la misère. Mais moi, que deviendrai-je? Je vais mourir de faim. Vous vous trompez, mon maître, fit le chat. Donnez-moi une paire de bottes et un sac, et vous verrez que vous n'avez pas fait une si mauvaise affaire. Le garçon ne le crut pas vraiment, mais il remit à l'animal ce que celui-ci lui avait demandé. Une fois les bottes aux pattes et le sac au dos, le chat s'en fut au champ. Là, il garnit sa besace de salade et d'herbes tendres et la déposa largement ouverte sur le sol. Puis, il s'étendit par terre à son tour en faisant le mort. Bientôt, un lièvre vint à passer. C'était un gros lièvre gourmand. À peine avait-il aperçu des salades qu'il se rua dessus pour les grignoter. Alors, d'un bond, le chat se redressa et referma le sac sur sa proie. Tout fier de sa prise, il courut au palais où il demanda à parler au roi sans délai. « Sire, lui déclara-t-il, mon maître m'a chargé de vous remettre ce petit cadeau. » Et tout en s'inclinant devant le trône, il présenta le lièvre au roi. « Remercie ton maître, dit le roi. Ce gentilhomme est bien courtois. » Le lendemain, le chat retourna au champ et à l'aide de quelques graines, il attrapa un couple de perdrix. Comme la veille, il allait les offrir au roi. « Sire, lui annonça-t-il, mon maître m'a chargé de vous donner ceci. »« Remercie-le de ma part, le pria le roi. Ton maître est décidément bien aimable, mais dis-moi, comment s'appelle-t-il ?»« C'est l'illustre marquis de Carabas, Majesté, répondit le chat. Durant plusieurs mois, l'animal continua son manège. Jamais le roi ne manquait de le remercier. Il lui faisait donner à boire et le gratifia même une fois d'une bourse d'or pour son maître. Un jour, lors d'une de ses visites au palais, le chat apprit que le roi devait aller se promener l'après-midi même au bord de la rivière avec sa fille, la plus jolie des princesses. Sans perdre un instant, il courut trouver son maître. « Si vous suivez mes conseils, votre fortune est faite. Dès ce soir, vous serez vêtu comme un marquis et vous dînerez comme un prince. »« Mais que dois-je donc faire pour cela ?» demanda le garçon incrédule. « C'est très simple. Vous n'avez qu'à vous baigner dans la rivière. Je m'occuperai du reste. » Le jeune homme fut fort intrigué, mais il décida de faire confiance à son chat. Tous deux se rendirent donc au bord de la rivière. L'eau en était très froide et le jeune homme hésitait à s'y baigner. « Allons, allons !» lança le chat. « Vous n'allez pas renoncer à la fortune parce que cette eau est un peu froide. » Le fils du meunier n'avait guère le choix et il obéit. Pendant ce temps, le chat ramassa ses vêtements et les cacha sous une grosse pierre. Peu après, le carrosse du roi comme prévu arriva. Aussitôt le chat s'écria « Au secours, au secours! Mon maître se noie! Des voleurs lui ont dérobé ses vêtements et l'ont jeté dans la rivière. À l'aide, je vous en prie, mon maître, le marquis de Carabas se noie! » Le roi reconnut le chat et ordonna immédiatement à ses valets de se porter au secours du marquis. Il tint ensuite à couvrir le gentilhomme de son propre manteau. Or, ainsi vêtu, le fils du meunier avait fière allure.
et la jolie princesse en tomba instantanément amoureuse. Elle fut toute ravie d'entendre son père inviter le rescapé à monter dans le carrosse royal. Quant au jeune homme, il accepta avec joie. Et l'on reprit la promenade. Le chat botté, fort satisfait, marchait loin en tête du cortège. Sur le chemin, il croisa quelques paysans qui fauchaient l'herbe d'un pré. « Bonnes gens qui fauchez !» s'écria-t-il. « Si vous ne dites pas au roi que ce pré appartient au marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. » De fait, le roi, en passant par là, demanda aux faucheurs à qui appartenait le pré. « Au marquis de Carabas !» répondirent-ils en chœur. « Vous avez là un bien beau domaine, » dit le souverain à son hôte. Cependant, le chat, qui allait toujours devant, vit des moissonneurs et les avertit. « Bonnes gens qui moissonnez! Si vous ne dites pas au roi que tous ces champs appartiennent au marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. » Quand à son tour le roi arriva sur les lieux, il voulut savoir à qui appartenaient les champs. « Au marquis de Carabas !» répondirent ensemble les moissonneurs. Et le roi s'en réjouit de nouveau avec le marquis. Le chat, qui continuait de courir en tête du cortège, répéta la même chose à tous ceux qu'il rencontrait. Et le roi ne cessait de s'étonner des grands biens que possédait le marquis. Le chat botté arriva enfin devant un fort beau château. C'était le château d'un ogre, l'ogre le plus terrible, mais aussi le plus riche que l'on eût jamais vu, car toutes les terres que le roi avait traversées étaient à lui. Le chat, qui avait entendu parler de cet ogre, demanda à le voir. Et l'ogre le reçut avec autant de courtoisie que peut le faire un ogre. « Monseigneur, dit le chat, on m'a assuré que vous pouviez vous changer en toutes sortes d'animaux. Par exemple, en lion. C'est vrai, coupa l'ogre, et pour vous le prouver, je vais en effet devenir un lion. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Le chat fut si effrayé de voir un lion devant lui qu'il s'enfuit dans les gouttières, non sans peine ni sans péril, car ses bottes ne valaient rien pour marcher sur les tuiles. « Très bien, miaula-t-il de loin, mais je doute fort que vous puissiez devenir aussi une souris. »« Vous doutez ?» s'exclama l'ogre. « Eh bien, vous allez voir !» Et il se transforma sans hésiter en souriceau. En un clin d'œil, le chat se jeta sur lui et le mangea. Peu après, le roi, la jeune princesse et le fils du meunier arrivèrent à leur tour au château. Le chat les attendait devant l'entrée. « Que votre majesté soit la bienvenue dans le château du marquis de Carabas, » s'empressa-t-il. « Si vous voulez bien me suivre, le dîner est servi. » C'était le repas de l'ogre, mais à lui seul, il aurait bien nourri 20 personnes. Le roi se régala. Puis, après avoir bien dîné, il s'adressa à son hôte. « Mon cher marquis, vous possédez une jolie fortune, de bonne qualité, vous plaisez à ma fille. Il ne tient qu'à vous de devenir mon gendre. » Le garçon n'en croyait pas ses oreilles, mais il se hâta d'accepter. On célébra les noces le jour même. Ainsi, le fils du meunier devint prince, sans avoir bien compris comment cette aubaine lui était arrivée. Le chat botté, quant à lui, vécut en grand seigneur et ne courut plus après les souris que pour se divertir. Le taureau puni. Dans un pays, très loin d'ici, vivait un taureau noir qui se croyait le plus grand, le plus fort et le plus malin de tous les animaux. En réalité, il n'était pas si grand que cela. Il était seulement très gros, du fait qu'il était très paresseux. Et il n'était pas malin non plus, mais plutôt stupide, car il était trop paresseux pour réfléchir. Un jour, notre taureau rencontra un éléphant. Se plantant devant lui, il se mit à chantonner. « Eh, drôle de bête au petit museau, écoute-moi, minable vermisseau, je suis le plus malin des taureaux et le plus fort de tous les animaux. » « Eh bien, on va voir ça, » déclara l'éléphant. « Je suis sûr que tu es bien incapable de faire le trépied, » lança le taureau d'un air suffisant. L'éléphant se pencha vers l'avant et posa son gros front sur le sol. Puis,
Il essaya de lancer ses deux pattes arrière en l'air, mais chaque fois, il retombait et le taureau se tordait de rire. L'éléphant, furieux, se releva et s'exclama « Montre-moi donc si toi tu y parviens !»« J'ai fait le trépied hier et je le ferai peut-être demain, » répondit le taureau. « Mais aujourd'hui, je suis resté trop longtemps au soleil et j'ai la migraine. Impossible de me mettre la tête en bas pour l'instant. » Le taureau se dirigea ensuite vers le lac. Il y rencontra un rhinocéros qui s'apprêtait à se baigner. Le taureau, s'étant assis devant lui, fredonna. « Eh, drôle de bête au petit museau, écoute-moi, minable vermisseau, je suis le plus malin des taureaux et le plus fort de tous les animaux. »« Eh bien, on va voir ça, » déclara le rhinocéros. « Je suis sûr que tu es incapable de marcher sur trois pattes, » se moqua le taureau. Le rhinocéros leva la patte avant droite et tenta de marcher sur les trois autres. Mais il eut beau s'y prendre à plusieurs reprises, il n'y parvint pas. Finalement, il bascula dans l'étang en faisant un gros plouf. Le taureau n'en pouvait plus de rire. Vexé, le rhinocéros remonta sur la rive et grogna « Montre-moi donc si toi tu en es capable. »« Je l'ai fait hier, » affirma le taureau, « et je le referai peut-être demain. Mais aujourd'hui, j'ai une épine dans la patte et cela me fait mal. » Et il s'en alla, l'air méprisant. Mais il ne trouva plus personne à défier. « Ah ah ! Ils n'osent plus se montrer car ils savent que c'est moi le plus grand, le plus fort et le plus malin, pensa-t-il. C'est alors qu'une petite souris brune sortit de son trou. « Tu peux me lancer n'importe quel défi, » assura-t-elle. « Je suis sûr que tu es incapable de faire le trépied, » prétendit le taureau. « Pas de problème, » rétorqua la souris. Et hop, elle s'installa sur la tête. « En tout cas, je suis sûr que tu ne peux pas marcher sur trois pattes, » reprit le taureau. « Pas de problème, » répliqua la souris. « Et je puis même faire encore mieux. » Elle leva alors la patte avant droite et sautilla ainsi sur place. « Mais, tu ne peux pas, sûrement pas... » commença le taureau. « Pas quoi ?» demanda la souris. « Dis-le donc !» Le taureau regardait autour de lui et s'écria « Tu es certainement incapable de renverser cet arbre là-bas. » La souris poussa un profond soupir. « C'est dur pour une toute petite bête. Pourquoi n'essayerais-tu pas toi-même » Inhabile à trouver tout de suite une échappatoire, le taureau lança « Regarde-moi bien, tu vas voir ce que tu vas voir. » Il dévala la colline à toute vitesse et heurta le tronc de toutes ses forces avec son front. Mais l'arbre ne tomba pas. Le taureau remonta lourdement la pente. « Ce premier coup était pour dégager les racines, » se vanta-t-il. Il s'élança alors une seconde fois et vint puissamment cogner de la tête contre le gros fût. Mais l'arbre ne bougea pas d'un poil. Le taureau essaya ensuite de remonter la colline, mais il vacilla et s'écroula par terre. « J'ai tellement mal au crâne !» gémit-il, avant de s'endormir comme une masse. Comme il dormait, il ne vit pas arriver l'éléphant et le rhinocéros, ni la petite souris, qui fonça à son tour sur l'arbre. Avec ses petites dents pointues, elle se mit à en ronger l'écorce. Elle grignota tant et si bien que, après une bonne heure d'effort, elle avait déjà bien entamé la base du grand arbre. Le rhinocéros et l'éléphant la regardaient faire, attendant patiemment qu'elle ait terminé sa besogne. 2 heures plus tard, le trou dans l'arbre était devenu si grand que ce dernier se mit à pencher dangereusement. La petite souris prit alors ses pattes à son cou et alla rejoindre l'éléphant et le rhinocéros à bonne distance. Le taureau, lui, dormait toujours. Il ne se réveilla même pas lorsque l'arbre vacilla dans un vacarme épouvantable. Il fallut que le tronc s'abatte sur son crâne pour qu'il sorte finalement de sa torpeur. Pendant plusieurs secondes, on n'entendit pas une mouche se voler sur la colline. Puis, on vit émerger la grosse tête du taureau parmi les feuillages. Sa langue pendait et ses yeux roulaient dans tous les sens.
L'éléphant, le rhinocéros et la petite souris partirent d'un grand éclat de rire. Le taureau, lui, ne trouvait pas cela drôle du tout. Cette fois, il avait vraiment la migraine. Mais depuis ce jour, il se garda bien de défier les autres. L'enfant dragon. Il était une fois un bûcheron dont la femme était jeune et vaillante. Ils devaient tous deux travailler dur pour gagner très peu d'argent, mais ils étaient heureux ainsi. La seule chose qu'ils auraient souhaité, c'était d'avoir un enfant. Un jour, qu'il peinait dans les bois, le bûcheron s'assit au pied d'un arbre pour souffler un peu. Soudain, il aperçut entre les hautes herbes un énorme œuf, brun et brillant. Il était si gros et si lourd que l'homme, très intrigué, eut besoin des deux mains pour pouvoir soulever sa trouvaille. Le bûcheron emporta l'œuf chez lui. Peut-être une jolie petite bête va-t-elle en sortir, se disait-il. Comme cela, mon épouse aura de la compagnie quand je travaillerai au dehors. La femme enveloppa l'œuf dans un châle rouge et le posa dans un panier. Quelques jours plus tard, alors qu'elle ravaudait les bas au coin du feu, elle entendit un craquement et constata que l'œuf se fendillait. Puis, il s'ouvrit en deux et la femme du bûcheron découvrit un petit animal tout vert. Il était couvert d'écailles et avait une courte queue. Sa petite tête était un peu bizarre, mais le bûcheron et sa femme le trouvaient vraiment mignon. Ils l'appelèrent Petit Jean. La femme gâta le nouveau-né. Elle l'habilla avec soin et finalement, elle en vint à oublier qu'il s'agissait d'un animal. Et les années passèrent. Petit Jean n'arrêtait pas de grandir et avait l'air de plus en plus étrange. Mais il était très, très gentil. Quand le bûcheron et sa femme se rendaient au village avec lui, les habitants murmuraient entre eux « Avez-vous vu, ce petit Jean a une queue ?» Ou bien « J'ai aperçu des ailes sous sa veste ?» Mais petit Jean atteignit bientôt l'âge adulte. Il avait maintenant de grandes dents pointues et de longues griffes acérées. Et parfois, lorsqu'il faisait froid dehors, il lançait un peu de feu par les narines. Il se montrait toujours bien aimable et poli avec les villageois. Pourtant, ceux-ci avaient peur de lui. Un jour, l'un d'eux osa dire tout haut ce que tous pensaient tout bas. « Moi, je crois bien que le petit Jean du bûcheron, c'est un dragon. Et nous ne voulons pas de dragon ici. » Aussitôt, armés de bâtons, de fourches et de rouleaux à tarte, tous les habitants du village se dirigèrent vers la maisonnette du bûcheron. Ils frappèrent à la porte avec force et lancèrent des cailloux dans les carreaux. Lorsque le bûcheron, sa femme et petit Jean sortirent, affolés, les villageois les chassèrent dans les bois. Plus personne n'engagea le pauvre bûcheron et tous trois errèrent à travers le pays. Ils dormaient dans les ravins et mendiaient pour pouvoir manger. Le bûcheron et sa femme devinrent de plus en plus maigres et finirent par tomber malades. Mais ils refusaient toujours d'abandonner leur petit Jean. Un jour, ce dernier entraîna ses parents adoptifs au sommet de la colline. « Attendez-moi ici, leur dit-il. Je serai de retour au crépuscule. » Puis, pour la première fois, il étendit ses ailes et s'envola. Le bûcheron et sa femme l'attendirent patiemment. Enfin, le soleil se coucha et petit Jean revint. Il entoura les épaules de ses parents de deux ailes protectrices et leur dit « Vous vous êtes montrés très bons pour moi. Aussi ai-je été trouver le roi des dragons et lui ai-je parlé de vous.
Il m'a remis ce sac pour vous. Vous y trouverez suffisamment d'argent pour ne plus devoir vous faire de soucis pendant le restant de vos jours. » Le bûcheron et sa femme embrassèrent alors le dragon et se montrèrent fort tristes lorsqu'ils apprirent que leur petit Jean devait les quitter. « Je vais aller vivre parmi les autres dragons, » leur expliqua-t-il. Tous deux s'achetèrent alors une belle ferme où ils vécurent dans la joie. Et chaque soir, quand le soleil se couchait et qu'ils ramenaient leurs vaches à l'étable, Petit Jean venait leur dire bonsoir, car il ne pouvait s'endormir avant d'avoir embrassé ceux qu'il considérait toujours comme ses chers parents, même s'il coulait désormais des jours heureux au royaume des dragons. Lili et le méchant sorcier. Dans une grotte au fond d'une sombre forêt vivait un méchant sorcier. Les autres habitants de la forêt avaient terriblement peur de lui. Aussi, chaque matin, il lui apportait de la nourriture dans l'espoir que le sorcier les laisserait en paix. Certains jours, il lui offrait un régime de bananes et d'autres jours, des poissons qu'il venait de pêcher dans la rivière. Le sorcier ramassait toujours ses offrandes, mais il ne disait jamais merci. Les habitants de la forêt ne savaient donc pas s'il était content d'eux. Dans cette même forêt vivait aussi une petite fille qui s'appelait Lili. Lorsqu'elle ne devait pas aider sa maman, elle allait se cacher derrière les buissons, à l'entrée de la grotte du sorcier pour épier ce dernier. Elle s'aperçut ainsi que le sorcier nettoyait tous les jours sa grotte. Dans ces moments-là, il en sortait tout ce qui s'y trouvait pour pouvoir la balayer à fond. Le sorcier possédait des tas de belles choses, et Lili se disait qu'il devait être bien riche, car personne d'autre n'avait autant de trésors. Un jour que le sorcier s'activait, Lili de sa cachette aperçut un tigre. « Bonjour, beau tigré, dit le sorcier. Veux-tu quelque chose de bon ?»« Certainement, répondit le tigre. Ils disparurent alors tous deux dans la grotte et Lili ne les revit plus. Quelques jours plus tard, Lili alla de nouveau se cacher dans les buissons. Elle s'avisa que le sorcier sortait de la grotte une belle carpette lignée. Peu après, un joli singe gris-bleu doté d'une longue queue passa par là. « Bonjour, beau gris, dit le sorcier. Veux-tu quelque chose de bon ? » Volontiers, lui répondit le singe. Et il suivit le sorcier dans son antre. Lili attendit longtemps, mais ne le vit pas ressortir. Après quelque temps, la petite fille retourna près de la grotte. Elle remarqua que le sorcier arborait un nouveau chapeau de fourrure gris-bleu, duquel pendait un long panache très spécial. Ce jour-là, un perroquet rose vola autour de la grotte. « Salut, beau rose, dit le sorcier. Veux-tu quelque chose de bon ?»« Bien sûr, répondit le perroquet qui pénétra dans la grotte à sa suite. Lili attendit longtemps pour revoir le joli perroquet, mais en vain. À quelques jours de là, Lili était une nouvelle fois blottie derrière les buissons. Elle constata que le sorcier traînait encore quelque chose de neuf. Cette fois, il s'agissait d'un somptueux éventail de plumes roses. C'est alors que Lili comprit. Le sorcier avait transformé le pauvre perroquet en éventail. Elle repensa ensuite au tigre et au singe. Ceux-ci avaient, sans aucun doute, subi le même sort. Le tigre s'était retrouvé carpette et le singe était devenu chapeau. Désolée, Lili aurait bien voulu aider le tigre, le singe et le perroquet. Un jour que le sorcier dormait au fond de sa grotte, elle entra sur la pointe des pieds. Dans un coin, elle découvrit un gros os. « C'est peut-être un os magique, se dit la petite fille. » Mais juste comme elle voulait s'en emparer, le sorcier se réveilla et saisit la fillette. « Bonjour, petite noire, susurra-t-il. Veux-tu quelque chose de bon ?»«
Non, merci, répondit Lily. Je viens de manger. Ah, fit le sorcier. J'aimerais pourtant bien que tu goûtes cette soupe. Lily comprit qu'il lui fallait accepter et bégaya. Merci, monsieur. Le sorcier se mit à tourner avec une longue cuillère dans sa grande marmite de soupe. Vous possédez bien des choses ici, admira Lily qui s'enhardissait. Vous n'avez sûrement plus besoin de rien. Eh bien si, fillette, il me faudrait encore un tabouret, riposta le sorcier. Quel genre de tabouret demanda Lily. Un tout petit tabouret noir, ricana le sorcier. Lily comprit alors que le méchant sorcier voulait la transformer, elle, en tabouret. Le sorcier remplit 2 bols de soupe, et croyant que Lily ne le regardait pas, il versa dans l'un des 2 un peu de poudre magique. Puis, il tendit le bol à la petite fille. Il se retourna ensuite pour prendre 2 cuillères, mais comme Lily avait vu son manège, elle en profita pour échanger les bols. « Allez, goûte ma soupe !» ordonna le sorcier. « Elle est trop chaude !» protesta Lily. « Souffle dessus !» s'énerva le sorcier. Effrayée, Lily obéit. « Mange maintenant !»« Mais je ne sais pas me servir d'une cuillère » prétendit la fillette. « Je vais te montrer. Tu prends la cuillère par le manche, comme cela. Puis tu la remplis de soupe et tu l'amènes vers ta bouche. C'est facile. » Lily fit mine de l'imiter, mais elle tremblait tellement qu'elle renversa de la soupe par terre. « Voilà alors !» grogna le sorcier impatienté. Lily s'exécuta et but lentement la soupe, par petites gorgées. Tout fier, le sorcier, désireux de montrer à cette gamine comme il se servait bien d'une cuillère, se mit à son tour à lamper la soupe et la poudre magique. Arrivé à la moitié de son bol, il commença à rétrécir lentement. Il devint de plus en plus petit, tandis que son crâne s'aplatissait de plus en plus. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, le vilain sorcier se trouva transformé en petit tabouret de bois. Non seulement il s'était laissé berner, mais en plus, il se trouvait parfaitement immobilisé. Lily s'empara alors du pot de poudre magique et en saupoudra la carpette lignée, le chapeau gris-bleu et le si joli éventail de plumes roses. À sa grande joie, elle vit aussitôt réapparaître, comme par enchantement, le tigre, le petit singe et le perroquet. « Vive Lily !» s'écrièrent les 3 animaux qui se mirent à danser avec la fillette. À partir de ce jour, plus personne n'eut peur du vilain sorcier, devenu tout à fait inoffensif. Et la petite Lily eut 3 nouveaux amis pour partager ses jeux. Les chaussettes du roi Ferdinand. Il était une fois un roi qui était fou de chaussettes. Ce tiroir et ses placards en étaient bourrés, lignés à pois et de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Malgré cela, il ne pouvait s'empêcher d'en acheter tout le temps de nouvelles. Chaque fois qu'un carton rempli de chaussettes était livré au palais, son épouse, la reine Éléonore, entrait dans une colère terrible. « Ferdinand !» hurlait-elle. « Il faut absolument cesser ce petit jeu, car toutes nos armoires sont pleines à craquer. Mais moi, je trouve si amusant d'acheter des chaussettes, » gémissait le roi. Par un bel été, le roi Ferdinand, qui ne supportait pas d'avoir les pieds humides, changea de chaussettes 5 ou 6 fois par jour. « J'en ai assez de laver toutes ces chaussettes !» déclara la lavandière du palais, et elle rendit son tablier. La reine Éléonore essaya alors de cacher les chaussettes de son époux, mais celui-ci les retrouvait toujours. La semaine suivante, le roi voulut faire une petite sieste dans le jardin, mais il faisait trop chaud et il ne parvint pas à fermer l'œil. Il remarqua soudain une servante
qui pendait la lessive à une corde. Parmi le linge, dansaient 45 paires de chaussettes. Le roi tira aussitôt son fauteuil à l'ombre des chaussettes et s'endormit paisiblement. Lorsque la reine Éléonore vit son mari profondément endormi sous les 45 paires de chaussettes, elle eut une idée. Elle appela son laquais et, ensemble, ils se dirigèrent sans faire de bruit vers la corde à linge dont ils dépendirent toutes les chaussettes. Puis, ils en couvrirent le roi. Celui-ci s'éveilla quelques instants plus tard. « Au secours! Au secours !» hurla-t-il. « Ah, mes chaussettes m'attaquent! Délivrez-moi !»« Tu rêves, mon cher Ferdinand !» se moqua la reine. « Rêver !» cria le roi. « Je suis en plein cauchemar, oui, c'est horrible. Je ne puis plus respirer, j'ai les yeux qui piquent affreusement à cause de toutes ces couleurs. »« Mais je croyais que tu aimais tant tes chaussettes, » susurra candidement la reine. « Je ne veux plus les voir !» s'énerva le roi affolé. « Ôte-les de ma vue !»« Rendors-toi, » conseilla la reine, « et lorsque tu te réveilleras, elles auront certainement disparu. Il en va toujours ainsi avec les cauchemars. » Le roi Ferdinand ferma vite les yeux et se rendormit instantanément. Alors la reine et le laquais se hâtèrent de rependre les chaussettes sur la corde. 1 heure plus tard, le roi se réveilla. Il s'étira et partit à la recherche de son épouse. « J'ai fait un rêve épouvantable, » raconta-t-il. « C'est l'influence de la chaleur, » affirma la reine. Mais elle eut peine à dissimuler sa joie lorsqu'elle vit son époux emballer toutes ses chaussettes dans des boîtes. « Donne-les au chiffonnier !» ordonna le roi en refermant la dernière boîte. « Je ne supporte plus leur vue !» La reine fit immédiatement emporter les cartons, de peur que son époux ne change d'avis. Le lendemain, un livreur vint apporter un paquet au palais. C'était un cadeau du souverain d'un pays lointain. Le roi Ferdinand ouvrit fébrilement la boîte et en sortit une douzaine de cravates de toutes les couleurs, lignées, à pois et dans tous les tons de l'arc-en-ciel. Horrifiée, la reine entendit son époux murmurer, ravi, « Tiens, pourquoi ne collectionnerais-je pas les cravates? Ce serait gai, non ?» Le polichinelle prisonnier. Il était une fois un très gentil petit bonhomme qui vivait dans une boîte à lignes jaunes et rouges. Il était monté sur un ressort et chaque fois que la boîte s'ouvrait, il bondissait joyeusement hors de sa cachette. Il portait une jolie petite veste rouge à gros pois jaunes et un bonnet rouge à grelots. Le gentil polichinelle souriait tout le temps. Aussi, les autres jouets l'aimaient-ils beaucoup. Mais un jour, le polichinelle eut des ennuis. La boîte ne s'ouvrait plus. Fini pour lui de s'amuser à sauter. Au bout de quelques jours, le petit bonhomme commença à s'ennuyer. La nuit, il sanglotait désespérément, ce qui empêchait les autres jouets de dormir. « Il nous faut faire quelque chose, » décidèrent les poupées. « Nous devons essayer d'ouvrir sa boîte. Alors, le petit polichinelle nous fera rire à nouveau et nous pourrons tous dormir en paix. »« Je parviendrai bien à ouvrir cette boîte, » grommela le marteau-jouet. « Je suis costaud. » Et il se mit à frapper de toutes ses forces sur le couvercle. Mais la boîte ne s'ouvrit pas d'un cran. « Arrêtez !» s'écria le polichinelle. « J'attrape mal à la tête. »« Laissez-moi essayer, » dit le tournevis-jouet. Et il glissa sa pointe aplatie sous le couvercle qu'il tenta ensuite de soulever, mais en vain. « Tu m'as presque crevé un œil !» rouspéta le polichinelle. «
Et si je faisais très peur à notre petit bonhomme, suggéra un âne en bois. Je vais me glisser tout doucement près de la boîte, puis tout à coup, je me mettrai à braire à plein poumon. Le polichinelle aura tellement la frousse qu'il sautera en l'air et viendra cogner sa tête contre le couvercle. L'âne, s'étant approché à pas feutrés, poussa un « Ian » strident. Mais rien ne se passa. Et le polichinelle se mit à crier que l'âne n'avait pas besoin de faire un tel vacarme. « J'ai un meilleur plan, » affirma le lion en peluche. « Je vais rugir si fort que le polichinelle croira que je vais le dévorer. » Aussi terrifié, il s'enfuira hors de sa prison. Et le lion rugit d'une telle voix qu'il affola tous les autres jouets. Puis, il se mit à renifler autour de la boîte en grondant. « Je vais te manger, petit homme. Miam, miam. » « Ne fais donc pas l'idiot !» s'énerva le polichinelle. « Je suis en bois et tout le monde sait que les lions ne mangent pas le bois. » Les poupées et les autres jouets comprirent alors qu'il n'y avait vraiment rien à faire. Mais soudain, un tout vieux singe sauta de l'étagère sur laquelle il avait été relégué. Il était si usé qu'il n'avait plus qu'un œil et était tout pelé. « Je vais essayer à mon tour, » déclara-t-il. « Je ne suis plus très jeune, ni aussi agile que vous, mais j'ai encore de la force dans les pattes. »« Mais il ne te reste qu'un œil, » se moqua le lion, très vexé de n'avoir pas réussi à faire sortir le polichinelle de sa boîte. « Cet œil me suffit pour voir parfaitement, » lui rétorqua le vieux singe. Il courut alors péniblement vers la boîte, dont il tâta les bords, et remarqua bien vite qu'elle était tout simplement verrouillée. Il fit tourner un bouton métallique et le couvercle s'ouvrit d'un coup sec. Le polichinelle apparut aussitôt et s'écria « Merci, merci de tout cœur, mon vieux !» Désormais, le petit bonhomme put de nouveau jaillir de sa boîte aussi souvent qu'il le voulait. Et chaque fois, le vieux singe lui faisait un clin d'œil.